Il faut être acteur de la vie et acteur de la société, sinon on n'existe pas. Sinon on est un matricule quelque part. Jean-Jacques Lubrina, 81 ans dans quelques jours. Vous voyez, le temps passe, la vie est courte. Bon, je suis né dans l'empreinte de la guerre, si vous voulez. Donc je voyais bien après la guerre tout ce qui se passait. On n'avait pas grand-chose, etc. Il n'y avait pas de chaussures. En Auvergne, on prenait les pneus de Michelin, on les découpait. Et avec les lanières, on faisait des courroies. L'eau rentrait et sortait, on n'était pas enrhumé. Et puis j'ai grandi dans le milieu de la restauration, en fait. Donc, et puis j'ai compris une chose, c'est que la vraie majorité, c'est pas 18 ans, ni 21 ans. La vraie majorité, c'est quand on a son indépendance économique. Mais quand les gens restent jusqu'à 22, 23 ans chez les parents, ça a une autre signification, une prise en charge. Puis je trouve qu'on demande trop aux autres, trop à l'État d'être assisté. Il faut construire soi-même son existence. Et pour ça que, comme ma famille me cassait les pieds, ne comprenait rien, je suis rentré en apprentissage à 14 ans et demi à peu près. Et donc, ça me donnait mon indépendance économique. Et puis après, c'était pas suffisant, il me fallait une majorité légale. Je m'engage chez les militaires, donc c'était les pompiers de Paris. Et là, tout bascule. Je rencontre le brassage social, montre qu'il y a des gens qui ont fait quantité de choses, qui ont fait des études, etc. Et là, je m'y remets. Et les officiers m'ont aidé, d'ailleurs, on peut dire en 2 ans, à remonter le niveau du certificat d'études jusqu'au bac. Vous voyez, c'est pas mal. Donc, et à partir de là, on me dit, mais pourquoi la philo? C'est la philo qui m'intéressait. Parce que pour beaucoup de gens, c'est pas porteur, ça fait peur, ça conduit à rien, c'est pas un métier. Et en fait, je me suis aperçu d'une chose, c'est que ça ouvrait toutes les portes. Et puis après, il se passe une chose, c'est que il faut pas être demandeur au niveau du travail de l'emploi, il faut être réclamé. Et quand on tient la rampe, quand on est bon dans quelque chose, on est en effet sans arrêt réclamé, on n'est pas dans la position de demandeur. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de travailler avec Edgar Faure, ancien président du Conseil sous la 4e République, qui me disait, le bon CV, c'est pas de CV, c'est à l'ouverture de la porte. Et il terminait en me disant, si à la fin de votre vie, vous n'avez pas d'ennemis, c'est que vous n'avez rien fait. Enfin, vous voyez le schéma, grosso modo. Absolument, je déshabille les métiers. C'est plus un déshabillage des métiers qu'un parcours personnel. Et je m'aperçois que, si vous voulez, dans la pâtisserie, les discussions, c'était le foot, le tiercé, ce qui me saoulait complètement, qui m'étouffait. C'est pas le métier, en fait. Donc, ce que j'ai compris, c'est que le brassage social, si vous voulez, ça vous reconfigure. On a en soi des possibilités qu'on ignore et qui vont se découvrir avec le temps et le parcours. Vous avez, donc, comment dire, vous explicitez différents métiers, les métiers auxquels vous avez touché. Oui, plein. Vous avez touché à donc, différents métiers, différents domaines. Mais pourquoi ces domaines-là, pourquoi pas d'autres? Parce que vous n'avez quand même pas fait tous les métiers du monde. Donc pourquoi c'est... Mais j'en ai fait quand même une vingtaine. Si vous voulez, c'est qu'après, pour poursuivre les études, j'ai trouvé un job qui était intéressant, c'était d'être concierge. Et concierge d'un immeuble qui était voué à la démolition dans ce qui allait devenir le centre Pompidou. Et puis en plus, je vendais le journal dans la rue. Et vous apercevez d'une chose, alors maintenant c'est fini parce que la presse écrite, elle est pratiquement anéantie. Eh bien, en vendant le journal dans la rue, en 3 heures de temps à la sortie des bureaux, si vous êtes bien placé, et il y avait des jeunes filles qui faisaient ça, c'était pour François, eh bien, on gagnait plus, mettons, à l'heure actuelle, 200 ou 300 euros de plus que le SMIC. Bon, donc il faut construire sa vie avec ses matériaux, il faut... Si vous voulez, je suis un peu contre l'assistanat permanent. Alors, il y a des gens qu'il faut assister, c'est des personnes handicapées, bien sûr. Mais si on s'handicape soi-même, on se met dans le statut de demandeur vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de toutes les institutions, vis-à-vis de tout le monde, c'est pas constructif. Et on trouve ces matériaux, et avec ces matériaux, on se construit, et à ce moment-là, on voit qu'on résiste et qu'on est réclamé. C'est d'ailleurs quand j'avais travaillé avec Edgar Faure pour le bicentenaire de la Révolution française, moi, j'ai jamais voulu être titularisé nulle part. Ni au ministère de la Santé, où j'avais été chef de cabinet, ni à Matignon, ni nulle part, parce que vous êtes dans un schéma. Et il y a un âge, par exemple à 28-30 ans, on ne supporte plus de dépendre de gens qui ne nous valent pas. On ne supporte pas, c'est absolument pas possible. Il faut rester libre. Alors évidemment, il n'y a pas de garantie.
au sens classique. Ce qu'on appelle la sécurité de l'emploi, c'est la rigidité. On est prisonnier d'un système. Et si vous dépendez d'une hiérarchie qui ne comprend pas, je me demande d'ailleurs toujours, je ne veux pas faire de comparaison abusive, mais comment De Gaulle, quand il était lieutenant ou capitaine, a supporté l'autorité de généraux imbéciles, vous voyez. Alors j'ai eu la réponse, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer Floix, son aide de camp. Il m'a dit oui, mais il avait l'écriture et il savait que son heure viendrait. Donc il a patienté. Mais écoutez, j'ai commencé par faire une petite révolution à Matignon, c'est-à-dire qu'on arrive, vous savez qu'à l'Élysée à Matignon, il y a 800 personnes qui travaillent. Il y a une armada d'économistes, des juristes qui font la mise en forme des décrets, des lois, parce que ça on ne sait pas faire. Enfin, je veux dire, on sait ce qu'on veut faire, mais je veux dire, on ne connaît pas les procédures. Alors il faut 8 jours pour qu'un dossier passe d'un bureau à un autre, 15 jours pour que ça descende à l'étage en dessous, que ça remonte à nouveau, 3 mois, etc. Et j'ai croisé une femme qui avait dans les 55 ans à peu près, qui était cadre C, donc c'est le niveau le plus modeste, qui était intelligente, dévouée, qui avait vraiment toutes les qualités, et je l'ai faite nommer chef adjoint de cabinet. Ça fait la révolution. Rocard m'a dit, mais tu fous la merde dans le truc. Mais je dis, on est là pour ça, il me semble. Bon. Et alors, ce que ça a déclenché, c'est que ses collègues, qui étaient une trentaine, une jalousie féroce, une haine féroce. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour contrebalancer? C'est l'époque où les primes étaient distribuées à partir des fonds secrets. C'était de l'argent liquide. Et c'est Jospin qui a mis fin à ça. Mais ça existait depuis Colbert, hein. C'était ni la droite ni la gauche. Alors, je lui ai fait distribuer les enveloppes. Ça a calmé à moitié l'agressivité. Après, j'ai fait pire. J'ai déposé un demi-mètre cube de billets de banque sur son bureau. C'est elle qui remplissait les enveloppes. Alors, bien sûr, dans un tiroir, elle avait une fiche avec, vous ne pouvez pas faire travailler le secrétariat du Premier ministre avec un salaire moyen. Il faut donner à l'heure actuelle au moins 1 500 ou 2 000 euros de prime par mois, vous voyez. Alors là, je m'arrangeais que la porte de son bureau, pas que la porte de son bureau soit entrouverte. Alors ses collègues venaient dire bonjour, mais en réalité c'était pour voir comment elle remplissait les enveloppes. Bon, ben la vie c'est ça. Et si vous tenez bon, en fait, ça colle. Et j'ai d'ailleurs un peu fait la même chose avec Macron. J'ai commencé par lui faire des notes, et puis après, bon, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, et il avait mis tout son cabinet à ma disposition, et j'ai eu la chance d'avoir comme un vrai interlocuteur le directeur de cabinet, c'est un préfet, Patrick Strozza, qui était parfaitement à l'écoute, qui prenait en relais ce que je disais, c'est-à-dire par exemple quand Macron dit « il suffit de traverser la route pour trouver du travail », ben, il a complètement raison. Seulement il aurait dû faire précéder ça d'une doctrine, la mobilité des consciences et des tâches. Mais il y a des gens qui préfèrent toucher les indemnités de chômage chez eux en attendant que Pôle emploi trouve un travail équivalent. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est un voyage. Il y a un point de départ, on est, et il y a un point d'arrivée. Alors moi, je suis plutôt près du point d'arrivée. Mais enfin, bon, ceci dit, existons. J'ai un père qui a vécu jusqu'à 104 ans, je crois. Bon. Et sa vie était assez pleine. C'était quand même, vous voyez, non mais la vie, c'est ça. La vie, ça s'attrape, ça se construit. J'en reviens à ce que disait ce philosophe-là. C'est... je veux dire, il faut sculpter sa vie. Et il y a un philosophe allemand qui disait, je ne sais plus qui c'est, Hebels, je crois, voyageur, il n'y a pas de chemin en dehors de tes pas, voyageur, le chemin se fait en marchant. Alors on se fait des ennemis. Puis après, les ennemis deviennent des courtisans. C'est la nature humaine, c'est ça. Le rôle qui m'a joué des tours, parce qu'il y a des échecs dans la vie, ça a été surtout quand je travaillais avec Edgar Faure pour le bicentenaire de la Révolution française. J'étais chargé de mission, d'une mission interministérielle. Et il se trouve qu'il a été opéré et que les chirurgiens, enfin, à mon avis, n'auraient pas dû faire cette opération parce qu'Edgar Faure, il savait se retourner, c'est un jongleur. Et l'opération a foiré, il est décédé. Après, je suis tombé sur Jean-Noël Jeanneney, qui est un historien reconnu, je lui reconnais ça. Et là, le bicentenaire est tombé au ras des pâquerettes. Moi, j'avais proposé les nouvelles Bastilles à prendre comme thème porteur, et non pas l'historicité, bon, etc. Là, je me le suis mis à dos. Et dernièrement, il a publié un bouquin dans lequel il m'assassine, sans donner mon nom. Mais j'avais envie de lui répondre, être insulté par vous, c'est un compliment. Ben, écoutez, quand j'étais aux affaires sociales, j'étais aussi, j'oublie cette structure, c'était... je devais m'occuper d'incendies et je soutenais la thèse que si une allumette peut brûler toute la Côte d'Azur, c'est pas un problème de Canadair et d'effectifs de sapeurs-pompiers, c'est un problème de débroussaillage
et d'aménagement du territoire et d'avoir des zones coupe-feu. Seulement les maires ne veulent pas mettre de pénalité parce qu'ils perdent des électeurs. Vous voyez, la démocratie, ça va jusqu'à la démagogie. Donc, et les préfets non plus. Donc, si vous voulez, on aura encore des instants. Et d'ailleurs, je me suis accroché encore avec Notre-Dame. Notre-Dame, le toit brûlé. Ça s'appelait la forêt. Bon, on l'a reconstruit en bois. Et donc, on m'a dit que le bois était coupé, que c'est un général qui avait été désigné. Et là, je ne suis pas allé par quatre chemins, en disant, un général, c'est pas fait pour réfléchir, c'est fait pour obéir. Bon, donc il y aura un nouveau feu dans 30 ans ou dans 5 siècles, alors que la cathédrale de Rouen a été bombardée pendant la guerre. On a refait la structure avec des matériaux modernes. Regardez, la tour Eiffel, elle tient bien la rampe. Maintenant, on a beaucoup mieux, beaucoup plus solide et qui demande moins d'entretien. Parce que plus on multiplie les tableaux de bord, etc., plus les gens qui sont dans la sécurité s'y perdent. Quand c'était les moines qui circulaient dans les cathédrales, il n'y avait jamais de feu. Vous comprenez? Rien ne vaut le terrain, etc. Et c'est ce qui manque un peu à la société. Donc, et puis alors, je me suis occupé des rapatriés aussi, des harkis. Et là, j'ai aussi encore eu des problèmes. C'est qu'on les avait mis dans des camps. Alors ça, c'est le reproche que je fais à De Gaulle. C'est que je lui fais 2 reproches. C'est d'avoir été salué Franco, qui n'est quand même pas quelqu'un de recommandable, et d'avoir abandonné les harkis. Il y en a 100 000 qui ont été tués en Algérie. Et moi, je me suis occupé de ceux qu'on avait pu sauver, et j'ai fait supprimer les camps. Je les ai fait réintégrer dans le droit commun, mais c'était très difficile, parce que c'est des gens qui avaient 55 ans, qui ne savaient ni lire ni écrire. Ils signaient avec leurs pouces. Vous voyez le truc? Donc j'ai réussi à trouver des échangeurs où on pouvait quand même les aider, parce qu'eux-mêmes s'installaient dans un statut d'assisté, parce qu'on arrivait à la 3e génération qui vivait grâce à l'État. Donc, pour eux, c'était rassurant. C'était une prise en charge. Mais il y a des moments où il faut aller contre ce droit, contre ça, parce que vraiment, les gens doivent être réinsérés dans la société. Il faut être acteur de la vie et acteur de la société. Sinon, on n'existe pas. Sinon, on a un matricule quelque part. Ce que je retiens, c'est qu'il faut quelque part violer un peu la démocratie. Parce que la démocratie, c'est aussi la facilité, c'est ce qui est à portée de main, ça rassure, c'est une absence de développement, on fonctionne sur des routes qui sont tracées, il n'y a pas d'aventure. Or, la vie, pour moi, est une aventure. Qu'on le veuille ou non, c'est un voyage, une aventure. Et j'ai vu que dans tous les métiers, les gens s'installent confortablement dans le répétitif. Et ça ne les gêne pas. Winston Churchill a répondu, c'est le pire des régimes à l'exception de tous les autres. C'est comme ça. Et d'ailleurs, vous voyez Winston Churchill qui s'est présenté aux élections après la libération, après que le nazisme soit anéanti, il a ramassé une claque énorme. Et ses amis qui ne comprenaient pas lui ont dit « mais il n'y a pas de reconnaissance ». Et il leur a répondu intelligemment, il a dit « vous voulez de la reconnaissance, vous adoptez un chien ». Ah, oui, mais le problème c'est qu'il a fallu que les circonstances le favorisent. Les circonstances nous obligent à prendre notre destin en main. En effet, je vois quantité de jeunes, d'ailleurs, puisque je continue d'ailleurs d'enseigner. Je donne des cours du soir aux adultes qui se remettent aux études dans un lycée parisien, au lycée Buffon, pour ne pas le nommer. Et là, je vois des gens qui ont 40, 50 ans, 55 ans, 60 ans, qui... alors, mes amis me disent, mais pourquoi ils viennent suivre tes cours de philo? Ben, je dis, dans mes cours de philo, je fais des cours sur ce qu'on ne faisait pas en terminale, c'est-à-dire... Par exemple, le phénomène amoureux et la jalousie. Alors, je travaille en ce moment sur le bonheur. Bon, le phénomène amoureux, oui, c'est extrêmement important. On est amoureux d'une image, et de rien d'autre qu'une image. C'est pas moi qui le dis, c'est Lacan. Seulement, le problème de l'image, c'est que est-ce qu'elle a l'épaisseur de la carte postale, c'est les amours de vacances des jeunes de 18-20 ans, ou est-ce qu'elle a l'épaisseur d'une toile de Léonard de Vinci? Tout se joue comme ça. Donc, je trouve bien que même les gens... qui ont dépassé la jeunesse se remettent à table, en fait. Ben, écoutez, il y a ceux qui le liront, ceux qui ne le liront pas. Ceux qui le liront, un livre, en fait, si vous voulez, je crois qu'un livre bien écrit, c'est un livre qui nous lie. Et ça interroge. Alors, qu'est-ce que les gens feront de ça? Ça fera bouger, ça peut faire bouger quelques lignes, si vous voulez, parce que ça renvoie... C'est un miroir, d'une certaine manière. C'est moins une autobiographie que des reflets de société, enfin, si les gens lisent intelligemment. Et donc, enfin, je vois ça comme ça, quoi. Un reflet piquant, avec des piqûres. Mais les piqûres, il faut les faire doucement. Si
Si la piqûre c'est la bombe atomique, vous n'avez plus de lecteur.